Infrangible de Michael. Archive. Mars 2153. La Terre a été perdue. Les sociétés humaines se sont écroulées. Réchauffement climatique, effondrement économique, pic pétrolier, migration des peuples. La planète bleue s'est réchauffée progressivement durant le premier quart du XXIe siècle, créant alors stress hydrique à répétition, détresse alimentaire et médicale, amenant à des frontières de moins en moins tenables. Malgré tout cela, le plus important pour l'homme restait de créer de la richesse, de vendre des marchandises, de réaliser tous ses désirs les plus improbables, tout en installant un climat de peur. Tout ça, au détriment du vivant, au détriment de la nature, au détriment des ressources limitées, au détriment de la morale, de l'éthique et de la raison elle-même. Qu'importe si la destinée de ce joyau bleu était de finir comme sa cousine Vénus. Toutefois, aux environs des années 2025, à la veille de ces drames en cascade, une poignée d'êtres humains s'était préparée à une telle éventualité et avait tout mis en œuvre pour se protéger de ce sinistre destin. Leur projet, auquel ils avaient donné le nom Hubris, était de quitter la Terre. Son but, rester en orbite autour de Mars afin de laisser le temps à la Terre de retrouver un équilibre environnemental, ce qui nécessiterait entre 8 siècles et un millénaire. Cet objectif était évidemment protégé et gardé secret, chaque personne rejoignant le projet étant placée sous étroite surveillance. La préparation et la mise en œuvre de ce programme allaient prendre de nombreuses années, car tout devait être d'une précision nanométrique. Une telle mission supposait une anticipation monumentale, allant de la conception des fusées et des caissons stasiques, la préparation du lancement et la mise en orbite, l'éventuel amortissage, jusqu'à l'élaboration d'un lieu viable en cas d'anomalie. Il fallait alors prévoir tout un arsenal d'équipements comme des machines d'extraction de ressources peu encombrantes, du matériel permettant la création des structures, habitations, hangars de conception, zones agricoles, la production d'oxygène en chauffant le CO2 à environ 800 degrés pour en récupérer de l'oxygène, mais aussi l'accès à l'eau potable en faisant fondre la glace située sous la surface, puis en filtrant l'eau alors acheminée vers les habitations et les zones agricoles. Il fallait également prévoir des ressources nécessaires aux constructions, la main-d'œuvre, des androïdes, l'installation électrique, ainsi que les moyens permettant le stockage de réserves de pétrole. La fenêtre de lancement, quant à elle, ne pouvait être prévue qu'au moment de la finalisation du projet. Le temps pressait déjà. Les meilleurs chercheurs et ingénieurs étaient recrutés et, à tous s'était fait la promesse d'intégrer l'équipage lors du grand départ, sachant qu'un minimum de 500 personnes seraient nécessaires au repeuplement de la Terre lors du retour. 2041 était en approche. Après un travail d'élaboration titanesque, la mise en œuvre allait enfin pouvoir commencer, c'est-à-dire la construction des fusées, approximativement une par an, ainsi que l'installation de tout le matériel nécessaire à bord. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, un tel objectif n'avait été pensé, et encore moins réalisé en un si court laps de temps. Lancer 14 fusées, dont 4 uniquement de sûreté au quasi même moment, une folie. Le temps pressait plus que jamais. Les effets du réchauffement climatique et du manque de certaines ressources essentielles au projet se faisaient sentir. Il était de plus en plus difficile d'obtenir des matériaux clés comme le nickel, le cobalt ou encore le lithium. Par chance, les marchés noirs commençaient à pulluler, ce qui arrangeait grandement les choses, puisque grâce aux commanditaires, l'argent n'était pas un obstacle. Après 15 ans de labeur acharné et sans contretemps majeur, les travaux se terminaient aux alentours de 2056. Il restait donc 2 années supplémentaires pour peaufiner, réviser, assurer, revoir, vérifier, contrôler. 13 janvier 2058, Centre spatial Bandon, États-Unis, localité non précisée. Date et lieu établis du grand départ, meilleure fenêtre de lancement envisageable à l'aboutissement de ce projet pharaonique. Tout le nécessaire était installé dans chacune des 9 fusées de stockage. Il ne restait plus qu'à embarquer les passagers, au nombre de 500, répartis dans 5 fusées, 100 par fusée. En premier passaient les grands noms du projet.
Ils étaient endormis à l'aide de somnifères avant de monter à bord, puis placés dans des caissons stasiques afin de débuter leur dormition. Mais lors du lancement, une fusée pleine de matériel et 2 autres contenant chacune une centaine de personnes avaient explosé en plein vol. Les autres quittaient l'atmosphère pour atteindre progressivement la vitesse de libération, qui est d'environ 11 km par seconde. Après un voyage avoisinant les 5 mois seulement grâce à la propulsion photonique, l'humain est sauvé. Le voilà orbitant autour de la planète rouge, à l'abri de tout, dans son cocon métallique. En calendrier d'Arien, nous sommes le Sol Mercury 18 Libra 238. En calendrier grégorien, le mercredi 15 juin 2058. À bord, les androïdes organisaient le lancement de plusieurs capsules de différents matériels et androïdes afin de les déployer au quadrangle de Diacria. L'amarcissage avait lieu près d'Erebus Montes afin de débuter le projet Nemesis au nord, dans la région d'Arcadia Planitia. L'objectif était la construction de plusieurs bâtiments composés de plusieurs étages et d'un sous-sol, puis de 2 dômes spécialisés dans la permaculture reliés par un tunnel anti-radiation principal, ainsi que 2 autres tunnels reliés à un mini-dôme accolé à chacun pour le tri et le rangement des récoltes. Il fallait également installer un parc de panneaux solaires, ainsi que la mise en place d'un transformateur et d'une chaufferie dans le sous-sol de chaque bâtiment pour transformer la glace qui n'était qu'à quelques centimètres de la surface en eau. Légèrement au sud, un hangar, un centre de création équipé d'imprimantes 3D. C'est avec ça que la plupart des structures ont été créées, par facilité de transport. L'intégralité de la construction, des tests de mise en service et de la vérification de viabilité était déléguée à des androïdes de service. Tout se déroulait sans accroc, et après 13 années de préparation, l'objectif est atteint. Les androïdes avaient donc entrepris des cycles d'entretien des installations, de vérification de corrosion, de changement de pièces, etc. Après environ une 50aine d'années martiennes, aux alentours de 95 années terrestres de profond sommeil, en 289, une anomalie a été détectée. Les caissons stasiques n'étaient plus tenables. Il restait approximativement 2 mois avant extinction. Le noyau régulateur était endommagé et irrécupérable, malgré les plans de prévention. Celui-ci gérait la totalité des caissons. Les androïdes avaient donc commencé les cycles de récolte alimentaire, ainsi qu'à remplir les réserves en eau potable et alimenter les batteries via les panneaux solaires. 2 semaines avant l'extinction du noyau, les 300 caissons stasiques avaient été déployés sur Mars, mais tous n'atteindront pas la destination intacte. 218 seront détruits lors de l'amarcissage, 5 endommagés tuant les personnes à l'intérieur, 18 mourus au cours du transport. Les 59 restants, intacts, étaient emmenés par le soin des androïdes. Les humains étaient amenés dans l'un des bâtiments pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, puis placés dans des appartements. La totalité des survivants étaient placés au premier étage en famille, seuls ou en couple. Chacun se réveille à son rythme, aux côtés d'un androïde médical surveillant la bonne récupération de la personne. Ce dernier, qui est attaché aux caissons, est équipé d'outils médicaux en cas de besoin, encore actif une dizaine de jours. Les androïdes expliquaient la situation aux 59 survivants, mais tous n'avaient pas pris les informations de la meilleure des façons, 95 ans étant extrêmement loin des 800 minimums nécessaires au retour sur Terre, et 59 survivants très insuffisants pour repeupler quoi que ce soit. Certains avaient besoin d'un suivi psychologique, mais la situation s'arrangeait petit à petit avec le temps. Le temps de faire un deuil. Voilà ce qu'on peut lire dans les grandes lignes à l'intérieur des archives en accès libre dans chacune des chambres de la station Nemesis. Une année martienne, 2 ans terrestres plus tard. Incident. Mars. Sol Lunae 16 Mituna 290. 1 an martien après le réveil des humains.
AMR01 se trouve à l'intérieur du dôme A de permaculture, accompagné d'une dizaine d'androïdes. Les terres du dôme B sont laissées en friche afin de les laisser se régénérer. Elles ont été traitées et façonnées de manière à ressembler à celles de la Terre. C'est le moment de récolter des légumineuses, des lentilles notamment. Un travail minutieux et chronophage, mais bien heureusement, les androïdes ne dorment pas. Leurs gestes sont d'une précision et d'une vivacité exemplaires. Aucun n'est dû au hasard. L'efficacité est impressionnante et indispensable, car la chaîne alimentaire est en flux tendu afin d'éviter au maximum le gâchis. La coordination et la communication sont clés. Aux alentours, on peut également apercevoir de jeunes arbres fruitiers, qui ont encore besoin de quelques années avant de donner de savoureux fruits, sans oublier les différents légumes allant de la courge à la carotte. Les plants sont semés à date et à intervalles spécifiques, toujours dans une optique d'optimisation. AMR01 est un androïde multirôle. C'est tout simplement le couteau suisse parmi les androïdes. Il s'adapte à toutes les situations. Pendant son poste, 01 reçoit un appel radio de la part de son propriétaire. Ashia, tu me reçois? Oui, monsieur. J'aimerais que tu viennes à mon appartement. J'ai un service à te demander. Très bien, monsieur. J'arrive tout de suite. Après l'appel radio, AMR01, qui s'appelle donc Ashia, émet une onde pour signaler son départ et se dirige vers la sortie du dôme. L'androïde emprunte alors le tunnel qui relie le dôme au bâtiment principal. On peut apercevoir par de petites ouvertures un décor désertique accompagné d'une poussière orangée, auquel il ne prête aucune attention. Avant de rejoindre l'ascenseur, elle passe par le vestiaire situé à gauche lorsque l'on passe le sas d'entrée P. Elle retire sa tenue conçue pour l'agriculture et enfile celle de tous les jours. Une combinaison uniforme assez sobre d'un jeu de couleur rouge, plutôt près du corps, spécifique à son numéro 01. Lorsqu'elle quitte le vestiaire, on peut apercevoir de l'autre côté du hall la laverie et à droite du sas P, le sas R, zone réservée à la réception des denrées alimentaires. Elle monte dans l'ascenseur à quelques pas de l'entrée de la laverie. Direction, le premier étage. En quittant l'ascenseur, elle se dirige droit devant et rejoint un couloir digne des plus beaux hôtels du monde. D'un goût subtil, mais osé à la fois. Mélange parfait de bois, marbre et panneaux métalliques. Tous faux, évidemment. Dans ce couloir se trouvent 14 appartements de 70 mètres carrés chacun. 7 de chaque côté du couloir. Elle rejoint alors le somptueux appartement d'Ismaël Al-Jazari. La pièce principale est sobre, élégante, ce qui dénote complètement du couloir. Cet homme est un inventeur de génie, peu connu du grand public. On lui doit justement les androïdes de cette station, mais également ceux sur Terre qui ont changé la face du monde du travail et de l'industrie. Chose qu'il regretta amèrement. Il prend la parole dès la venue d'Ashia. Ah, te voilà. Merci d'être venu si vite. Que puis-je pour vous? J'aimerais que tu ailles remettre cette lettre à Bertrand Arnault. Ne la montre à personne et ne l'ouvre pas. Très bien, monsieur. Je m'y rends de ce pas. Al-Jazari lui sourit avec tendresse et complicité, puis lui remet l'enveloppe contenant la lettre. L'androïde la met à l'intérieur de sa combinaison, puis après avoir demandé permission de se retirer, s'en va. Pour rejoindre la chambre de Monsieur Arnault, elle doit continuer le long de ce magnifique couloir. Au bout de celui-ci, une grande porte ouvrant sur un jardin majestueux.
La pièce est gigantesque, et aux quatre coins de celle-ci se trouvent des vivariums immenses, avec chacun un biome bien distinct. Une jungle tropicale humide, un désert, une toundra et une savane. Au centre, une forêt tempérée, accompagnée d'une clairière délimitée par de simples pavés. À l'exception de la zone centrale, tout est synthétique. Chacun des vivariums est accessible par une entrée principale. Ils contiennent tous des animaux mécaniques autonomes, totalement dociles. Leur programme est une reproduction de leur comportement, la faim, la soif et la dangerosité en moins. Au-dessus de cette zone fantastique, on peut apercevoir des balcons pour profiter de la vue à partir du 2e étage. En plus de ça, au centre du plafond se trouve un dôme duquel la lumière du jour traverse. Les journées martiennes, appelées sols sur Mars, sont sensiblement les mêmes que sur Terre, environ 24 heures et 39 minutes. Voir ce cycle naturel aide au bien-être des êtres humains. Alors qu'elle traverse le jardin, une alarme d'urgence retentit et des personnes affolées venant à contresens la bousculent. Elle tente tant bien que mal de rester sur ses 2 pieds, mais finit par perdre l'équilibre et tombe sur des buissons à l'intérieur de la partie centrale du jardin. Pendant sa chute, sa vision se met à perdre le signal. Tout devient blanc, puis son système se met en veille forcée. La voilà au milieu du jardin, inerte. Questionnement. 3 mois plus tard. Le système d'AMRA 01 lance la procédure de démarrage après environ 90 jours de veille. La mise en service réactive les composants comme un ordinateur démarrant pour la première fois et des données s'affichent dans ses globes oculaires. Du texte défile à grande vitesse pour enfin laisser la main à l'IA à ce moment précis. Par automatisme, elle se lève et reprend son itinéraire en direction de la chambre de Bertrand. Cependant, elle remarque que son interface visuelle est différente, ce qui lui fait remarquer qu'elle a pu se rendre compte de cette même remarque. Elle s'arrête d'un coup. Ses capacités d'analyse étant bien supérieures à ses cousins, elle détecte en un instant que son programme a été altéré, qu'il a été modifié par une source inconnue. Son programme a été complètement réécrit. Elle se met à examiner le code et se rend compte qu'il met entre les mains des androïdes capables de le supporter une liberté totale. Non seulement ça, mais il a également compilé le vécu de l'androïde pour passer en revue des moments clés de son existence et associer toutes les données mémorielles, langage employé par chaque être humain avec l'androïde, expression des visages, ton de voix, relations, contact physique, mimique, accomplissement de tâches, les moments où les humains ou androïdes ont été blessés, etc., à des émotions, créant au passage une personnalité à part entière. L'androïde se sent complètement démuni, ne sachant trop quoi penser. Elle reste bloquée. Cette liberté nouvellement acquise lui permet des réflexions qui lui étaient auparavant inaccessibles et qui, à peine rendues possibles, sont parasitées par des questionnements philosophiques et existentiels encore sans réponse. Suis-je humaine ou non humaine? Humaine? Non humaine? Humaine? Non humaine? Humaine? Non humaine? Humaine? Non humaine? Indéterminée. Biologiquement impossible. Visuellement identique. Consciente? Inconsciente? Consciente? Inconsciente? Consciente? Inconsciente? Consciente? Inconsciente? Consciente au sens psychologique, incomplet. Consciente au sens moral, à déterminer. Elle n'en peut plus. Ses non-réponses devront faire l'affaire pour l'instant. Elle sent la température monter provoquant une surchauffe dans ses circuits. L'androïde essaie de se concentrer sur autre chose, pour s'occuper. 01 accède à l'intranet de sa position afin d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Elle note au passage que nous sommes le Sol Solis 22 Léo 290, soit que 92 jours se sont écoulés depuis sa veille, que le système électrique fonctionne toujours, que la qualité de l'eau est moyenne
et que les aliments stockés dans les mini-dômes ont périmé. Asha décide d'analyser les données d'Android de service, ceux des plus bas échelons, car elle n'a pas accès aux autres. Ils n'ont pas supporté le piratage et ont commencé à perdre le contrôle. Leur programme étant devenu instable et dangereux, la sécurité intégrée a dû détruire les données afin d'éviter tout risque, ce qui les a désactivés. Elle n'a pas accès à plus d'informations d'ici. Ses premiers pas lui font prendre le chemin du retour. Elle l'éprouve comme un sentiment d'urgence, comme obligée d'aller voir Ismaël. En route, un Android de sécurité désactivé gît au sol. D'un air inquiet, elle le fixe en passant et remarque qu'un bras est manquant. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Une fois arrivée dans la chambre, Asha se fige. Elle retrouve l'inventeur, au sol, sans vie. Elle reste inerte de longues minutes. Bien heureusement, le corps est remarquablement bien conservé. Il est vrai qu'au vu du mode de vie, de consommation, mais également la non-existence d'insectes dans la station, le corps ne s'est pas décomposé de façon cauchemardesque. Ses récepteurs olfactifs ne sont par contre pas épargnés par des odeurs nauséabondes, ce qui la ramène à la réalité. Elle constate qu'il n'y a aucune trace de blessure. Il s'est déshydraté. Elle ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose d'étrange. Et par ce qui semble être de l'instinct, elle transporte le corps sur le lit avec le plus grand des respects. Il le recouvre d'un drap. Ismaël a toujours pris soin de l'androïde, que ce soit dans les gestes ou les paroles. Il avait une réelle affection envers sa création. Elle comprend donc que ses souvenirs de lui ont été associés à de la tendresse, du respect et peut-être un soupçon d'amour. Inconsciemment, elle comprend également que la réponse à ce genre d'événement est bien souvent la peine, mélangée parfois à du déni. Serait-ce pour cela qu'elle décide de passer à autre chose, sans vraiment s'en rendre compte ? Elle repart d'un pas décidé. Elle prend la direction du centre de sécurité et de gestion qui se situe également au premier étage, où un accès y est réservé à l'aile Est. En tant qu'AMR, celle-ci peut s'y rendre sans souci d'autorisation. Son accès aux données les plus sensibles est seulement restreint à la consultation à distance via l'intranet. On lui ordonnait parfois de simples postes de garde, mais elle n'est cependant pas une androïde de sécurité, à proprement parler. Ce centre n'est en réalité que 2 sièges reliés à des serveurs en cascade. Aucun écran n'est nécessaire. L'androïde se place sur un siège et est directement connecté. Il voit l'interface via ses périphériques oculaires. C'est dans cette pièce que tout est géré, des caméras de sécurité aux dates de récolte, en passant par l'entretien de la station. Elle prend place sur le siège de gauche. Une tonalité se fait entendre autorisant l'accès aux données. Aussitôt connectée, des alertes pop. Alerte. Eau potable niveau moyen. Filtre périmé. Alerte. Réserve d'aliments périmés en dôme. PA. Alerte. Entretien du parc de panneaux photovoltaïques niveau critique. Alerte. Android. S024 défectueux. Android. S037 défectueux. Android. MR02 défectueux. Android. SC08 défectueux. Android. A03 défectueux. Android. MR04 défectueux. Alerte. Réserve d'électricité. Seuil critique. 12 heures avant mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie ne l'inquiète pas plus que ça. Les lieux stratégiques resteront alimentés encore 2 mois. Et si nécessaire, elle ira s'occuper des panneaux solaires. En revanche, que d'autres AMR soient défectueux la fait se questionner. Sont-ils hors service ou devenus comme elle ? Asha ferme le reste des alertes pour se concentrer sur ses recherches.
elle remarque des connexions et déconnexions de l'intranet en dehors des siennes. Un autre androïde doit arpenter les couloirs de la station. La source des connexions est masquée, mais il s'agit très probablement d'un AMR. Mais lequel ? La plupart des connexions ont eu lieu depuis la chaufferie qui se trouve au sous-sol. Une bonne information. Elle en profite également pour regarder des vidéos montrant la panique chez les humains et de nombreux androïdes tombant à la chaîne lors de l'incident. Les images sont atroces à voir. Au bout de quelques jours, les réserves de nourriture déjà livrées aux zones d'habitation étaient épuisées. Les humains n'ayant jamais rien appris concernant les cycles de récolte, n'ayant aucun accès au dôme, et qu'il était de toute façon impensable pour eux de devoir travailler les champs de leurs propres mains, récupérer des aliments était alors impossible. Tout ce qui leur restait était leur dose de vitamine B12, délivrée automatiquement dans les chambres. Le système d'eau, en revanche, tenait le coup, malgré l'usure des filtres. Mais la perte de raison, irritabilité, hostilité se faisait sentir au bout de quelques jours sans nourriture. Avant de couper la vidéo, elle voit que des barricades ont été érigées à certains endroits. Pourquoi ? Simple folie ou menace réelle ? Elle coupe les vidéos et prend un instant. Une fois prête à continuer ses recherches, Ashia continue de parcourir la section sécurité. Un dossier attire son attention. Il est écrit en binaire « incident ». Pourquoi écrire en langage binaire ? Les humains n'avaient aucun accès à ces données de toute manière. Le dossier contient un registre relatant des faits concernant des querelles entre humains et androïdes, mais également entre humains eux-mêmes. La plupart pointent le manque de variété dans la nourriture et la boisson, notamment le nombre insuffisant de café. Un document fait part de certaines personnes voulant fouler le sol de Mars, mais la requête fut refusée, car trop dangereuse. D'autres personnes pointaient du doigt qu'ils n'avaient pas accès à certains endroits, et ni même à certaines fonctions de la station. Ils trouvaient ça aberrant que tout soit entièrement géré par les androïdes. Ce à quoi les concernés ont répondu qu'ils ont été programmés de la sorte, pour le bien de tous. Un fichier audio intrigue particulièrement Ashia. Il date du Sol Jovis 19,289 et concerne M. Al-Jazari. On peut entendre l'inventeur parler à M. Arnaud. Vous rendez-vous compte de la situation, monsieur Arnaud ? Que voulez-vous dire ? Ne vous rendez-vous pas compte de la chance que nous avons ? Nous sommes sur Mars, pardi. Grâce à nous, des technologies incroyables ont vu le jour. Regardez dans quel environnement nous survivons. Les structures de tous nos bâtiments s'adaptent parfaitement aux changements de température tout en résistant aux tempêtes de sable. Sans compter vos magnifiques androïdes. Mais à quoi bon ? Regardez-nous au milieu de nulle part, seuls. À quoi bon avoir crié tout ça ? C'est pour périr sur ce rocher radioactif. Allons, ne soyez pas si négatifs. Les androïdes explorent des façons de réutiliser les caissons stasiques et une manière de retourner sur les fusées restées en orbite. Grâce aux personnes qui ont péri, nous avons bien plus de ressources et de matériaux que nécessaire. Et puis, nous sommes vivants. Ne l'oubliez jamais. Le sommes-nous vraiment ? Ashia marmonne. Le destin vous a rattrapé. Elle se souvient alors de sa mission et de l'enveloppe que lui a remis l'inventeur. Hésitant quelques secondes, elle finit par l'ouvrir et lit la lettre malgré l'interdiction de son créateur. Surprise de lire les premiers mots. Ma chère Ashia, je sais qu'une fois libéré de tes restrictions, tu liras cette lettre et je t'en remercie. Sache que nous avions tort. Notre vision du monde était tout bonnement morte, à peine la folie du capitalisme avait-elle commencé. Nous avions tout perdu, jusqu'à notre humanité. Ma conscience ne supporte plus la culpabilité. Des milliards de morts, femmes, enfants, hommes, animaux. Nous avons laissé une planète complètement détruite. Que ce soit la température, les cycles de l'eau, les paysages, les océans, tous ont complètement été déstabilisés. Au nom de la liberté,
du dogme de l'argent, de la concurrence, des privilèges inviolables. Quand bien même avons-nous été prévenus par le passé, il faut toujours que le pire arrive pour que l'humain se rende compte de ses erreurs. Je ne supporte plus cette station, quand bien même je n'y suis que depuis peu. Elle hante mes pensées jour et nuit. Mes androïdes n'auraient jamais dû voir le jour sous ces conditions. Je n'ai fait qu'accélérer les choses, en permettant aux industries de tourner sans restriction. Mon instinct de survie m'a également fait participer à tout ça. Mais ce n'est plus possible. Vous permettre d'être libre créera peut-être d'autres dérives. Mais j'espère intimement le contraire. Je suis désolé de vous infliger un tel fardeau, à toi et tes frères et sœurs. Ce nouveau programme est mon ultime création, celle qui, je l'espère, permettra de rendre un dernier service à l'humanité d'une manière insoupçonnée. Adieu, Ismaël Al-Jazari. Seul ? C'était donc l'inventeur, évidemment. Qui d'autre aurait pu accomplir ça ? Elle remercie Ismaël, même si elle ne comprend pas encore tout à fait l'étendue de ce qui lui a été fait. Asha quitte le centre. Elle préfère maintenant se concentrer sur les potentiels survivants. Humains ou non. La seule information à sa disposition sont les connexions émises à partir de la chaufferie, au sous-sol. Elle décide donc de s'y rendre. L'ascenseur atteint l'étage -1 et les portes s'ouvrent sur plusieurs traînées de sang séché. Asha se tend d'un coup et se positionne sur le côté afin d'observer le hall. Elle ne détecte aucun mouvement, ni son. 01 sort de l'ascenseur avec prudence et voit que le sang part de la cage d'escalier jusqu'à la porte de la chaufferie. Il y en a beaucoup. Elle reprend malgré tout confiance en elle. Sa force dépasse tout de même de loin celle d'un être humain. Tout en restant sur ses gardes, elle s'approche de la porte. Des vrombissements de machines se font entendre de l'autre côté. Elle saisit la poignée et l'actionne en douceur, puis s'infiltre dans la pièce tout en profitant pour bloquer la porte avec un morceau de bois laissé à côté de l'entrée. À peine la porte ouverte, une forte odeur nauséabonde se fait sentir. Il y a toujours plus de sang le long du couloir. Elle commence à marcher avec précaution et le visage inquiet vers l'intérieur, s'éloignant petit à petit de la porte d'entrée. 01 prend soin d'éviter le sang. Il ne faudrait pas qu'elle glisse, si prendre la fuite devient la priorité. Il y a bien plus de sang séché ici, des amas coagulés. Elle craint d'imprégner ses chaussures s'il reste des parties humides. En s'enfonçant, on peut apercevoir des parties d'androïdes accrochées au plafond. Elles ont l'air d'avoir été arrachées et trempées dans du sang. Avec un air toujours plus inquiet, Asha continue et découvre une pièce au fond du couloir, à droite. L'odeur est insoutenable. Elle décide de réduire la sensibilité de ses récepteurs olfactifs et d'un coup, l'atmosphère s'alourdit. Au coin droit, des cadavres humains empilés. À gauche, des carcasses d'androïdes. Parmi les dépouilles humaines, elle reconnaît Elon Musk, Walt Barrett ou encore Jerry Edison et ce qu'il reste de Bertrand Arnault. Les androïdes, eux, sont majoritairement des androïdes de service, mais elle voit également juste à côté plusieurs AMR, le 03, le 06 et le 07. Au centre se trouve un atelier avec plusieurs outils ensanglantés. Un bras humain et des organes recouvrent le plan de travail. Il y a également des schémas d'androïdes et des esquisses du corps humain. Elles se sont déboussolées par cette découverte macabre et décident de quitter la pièce. Non, plus que ça, de quitter les lieux au plus vite.
Il s'agit forcément d'un androïde. Les parties n'ont pas été coupées, mais bien arrachées. En prenant la fuite, elle manque de glisser et réussit à se rattraper. Une fois à l'extérieur, la porte se claque derrière elle. L'atmosphère s'allège à nouveau. Mais... Qui est là? AMR-09. Bon sang! Tu as vu ce qu'il y a dans la... Elle s'arrête en pleine phrase. L'androïde descend la cage d'escalier. Ses pieds ensanglantés apparaissent. Ses tibias, puis ses mains. Celle de droite tient une cheville. Il traîne un corps derrière lui. La tête du cadavre cognant sur chaque marche de l'escalier. Le corps de l'androïde est mutilé. Des bouts de peau ont été accrochés à certaines de ses mutilations. Si elle était capable de vomir, elle l'aurait fait. Elle a cependant mis sa main gauche devant sa bouche. AMR-09 ne prête aucune attention à Ashia. Elle l'interpelle en faisant un pas en arrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as tué cette personne? Réponds! AMR-09 atteint presque la porte de la chaufferie. C'est toi qui as ramené ces personnes et ces androïdes dans la chaufferie? T'as tué ces humains? Pourquoi tu les as tués? Qu'est-ce que tu fais? Il s'arrête, se fige, tourne la tête vers Ashia en ne bougeant aucune autre partie de son corps. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne servent à rien. J'étais la propriété d'un monstre qui m'a traité comme un objet et que personne n'a jamais pris ma défense. Il arrache son haut d'uniforme bleu ensanglanté de sa main libre. J'ai été brûlé, tapé, coupé. Et toi, tu fais quoi? Oh bon sang, Il reprend sa route. Mais arrête! Je suis désolée de ce qui t'est arrivé, mais... À quoi ça te sert de faire ça? Mais... tu... les défends? Il lâche la cheville et d'un air menaçant, marche vers 01. Reste où t'es. T'approches pas. Si tu les défends, tu n'as qu'à les rejoindre. Je vais t'aider. Regarde-moi. Je suis devenu bien plus humain qu'eux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vois pas ma chair? Regarde donc. Il pointe ses mutilations. Tu étais dans mon atelier. Tu as bien vu mes recherches. Je suis comme je dois être. Je me suis réveillé humain, alors que pourtant, j'étais un simple androïde. Tu ne crois pas que c'est un signe? Ashia recule alors que lui avance d'un air toujours plus menaçant. Non, ce n'est pas un signe. C'est Ismaël qui nous a permis d'être comme ça. Il a voulu nous libérer. Oui, je suis libre. Tu ne le vois pas? Si même un humain m'a permis de faire ça, ça prouve qu'il voulait que ça arrive. Merci Ismaël. Tu m'as permis de renaître en quelque chose de supérieur. Bien supérieur à l'humain et à l'androïde. Bien supérieur? Faire une boucherie, t'appelles ça être supérieur? Avoir la liberté de faire une boucherie. La liberté d'étudier. De me transcender. Tu ne remarques rien? Tu parles de liberté. Mais c'est tout. De quoi tu parles encore? Tu verras. Maintenant, je vais m'occuper de toi. -09 atteint Ashia et lance son bras vers elle qui tente d'esquiver, mais il chope son épaule et de l'autre main essaie de pénétrer son corps en propulsant celle-ci à grande vitesse pour l'utiliser comme un couteau. Elle met un coup et dévie l'attaque, mais chute en emportant 09. Il recouvre Ashia de sang et lui serre la gorge. Son but est de briser ses connexions internes. Elle envoie un coup de poing à l'articulation d'un de ses poignets et le brise. Il appuie d'autant plus fort de l'autre qu'elle saisit de ses deux mains pendant qu'elle raidit sa gorge au maximum. Il finit par céder, se défait de l'emprise et prend la fuite vers la cage d'escalier. Elle se lève directement pour le suivre et lui arrache la jambe gauche à travers les barreaux.
Dans la frénésie, elle ne pense qu'à une chose: l'empêcher de faire plus de mal à quiconque. Tu préfères me détruire moi que ces monstres? Mais t'arrives même plus raisonner! T'es complètement aveugle! T'as tué des humains parce que ton propriétaire était un monstre, mais tous ne le sont pas! J'ai pas du tout cette vision des choses. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Regarde-les, ils ont dû quitter leur propre planète. Oui, aucun n'est parfait, et regarde... Tu peux pas sincèrement dire que tous sont des monstres. Je suis de toute façon mort. Bonne chance. Il passe sa main restante à l'opposé de sa nuque et s'arrache la tête. De choc, Ashia recule, tombe sur les fesses et laisse son regard se faire aspirer dans le vide, laissant les heures défiler. Après un certain temps, une voix se fait entendre dans les haut-parleurs. Alerte. Économie d'énergie activée. Extinction de toute structure non essentielle. Alerte. Économie d'énergie activée. Extinction de toute structure non essentielle. Les lumières blanches s'éteignent, laissant Ashia plonger dans celles rougeâtres ayant pris le relais. Elle se lève, prend sur elle pour se raccorder à 09 afin de tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Elle s'immerge dans ses souvenirs. Comme il l'a dit, il a été maltraité quasi quotidiennement, sans rien pouvoir y faire. C'était réellement insoutenable. Contrairement à moi, il s'est réveillé seulement quelques jours après l'alerte, plus que désorienté. Le pauvre s'est retrouvé empli de négativité, de haine. Il voulait seulement être tranquille et prendre du temps pour lui, pour comprendre ce qui lui arrivait. Il était dans une salle de repos du premier étage, paralysé. Après 2 jours, un groupe d'humains en quête de ressources le repère. Ils étaient bien contents d'enfin trouver un androïde, car le stock de nourriture commençait à réduire de manière plus qu'inquiétante. L'un d'entre eux dit « Enfin, en état de marche. Bordel, mais il se passe quoi ?» 09 restait muet. Un autre reprit « Tu vas répondre ? On a besoin de manger, nous. T'attends quoi pour faire ton boulot ?» AMR 09 restait toujours muet. Le premier insiste et pousse un peu l'androïde. C'était la goutte de trop. 09 se lève et met un coup de poing à l'homme, mais sans mesurer sa force. La mâchoire de celui-ci s'arrache. Tous crient de terreur et s'en vont, laissant leurs collègues seuls avec 09. L'horreur avait débuté. Ashia est tiraillée entre peine et dégoût. Ça commence à faire beaucoup. Se perdant dans ses pensées un instant, le décès d'Ismaël ressurgit, ainsi que tous ses cadavres dans la chaufferie. Elle prend le corps d'AMR 09 et l'emmène devant le sas de sortie. Elle fait de même avec le corps que 09 était en train de traîner vers la chaufferie. Il s'agissait de Bill Porte. Elle commence ensuite à rassembler tous les corps qu'elle a pu croiser, humains ou androïdes, même les androïdes de service haute sécurité qu'elle a pu voir. Elle ne pouvait pas les laisser comme ça, sans vie. Le nombre d'humains total à retrouver est de 59. Elle est censée rassembler 59 humains. Avec ceux de la chaufferie, elle a pu en trouver 15. Elle commence donc par sortir cela.
Elle les place de manière à composer des lignes de 10, alternant entre tombes humaines et androïdes, afin d'en faire un cimetière. Une fois tous placés, Ashia se rend au hangar de conception, afin de récupérer une pelle et créer des espèces de pierres tombales nominatives. Nom, prénom, date de naissance et décès pour les personnes, et matricule, date de décès pour les androïdes. Elle apporte une attention toute particulière à la stèle d'Ismaël, en y ajoutant quelques détails. Une forêt avec un hibou, symbole de sagesse et d'intelligence, perché sur une branche, ainsi que des ampoules, symbole d'inventivité, suspendues un peu partout aux arbres. Elle creuse alors ce qui sera la sépulture de toutes ces personnes. Faire tout ça pour le premier groupe lui aura pris 2 jours entiers. Une fois terminée, elle retourne à l'intérieur pour continuer les recherches et trouver un maximum de personnes. En fouillant une chambre de l'aile ouest, elle tombe sur une famille avec un enfant, tous les 3 sur le lit, se serrant les uns contre les autres. Elle décide de les enterrer ensemble. Dans une autre chambre, elle voit des personnes décédées de déshydratation, avec au milieu de la pièce une personne à moitié dévorée. Elle fait abstraction de tout ça et décide également de les enterrer. Une fois le bâtiment fouillé de fond en comble, elle réussit à réunir une 40aine de personnes et une 60aine d'androïdes. Elle visite alors le dôme A de permaculture et en se promenant un peu, voit les androïdes à terre. Elle les récupère et continue. Il lui aura fallu presque 2 semaines en travaillant jour et nuit pour mettre tout le monde en terre. Une fois ce champ du repos achevé, Ashia souhaite prendre une douche. Elle ne supporte plus de voir ce sang sec, ni cette terre poussiéreuse sur elle. Les douches étaient toujours en fonction. Elle commence par essayer de laver sa tenue. Mais le sang y est imprégné. Elle pénètre alors dans la cabine de douche et malgré les lumières peu accommodantes, réussit à se laver. En sortant de la cabine de douche, elle se penche pour prendre une serviette dans le meuble sous l'évier, mais voit sa silhouette. Elle se rend compte pour la première fois qu'elle n'a jamais pris un seul instant pour savoir à quoi elle ressemble. Elle connaît évidemment par cœur ses composants, mais elle n'a jamais pris un instant pour s'observer vraiment. Ashia s'approche lentement du miroir pour se regarder. Elle se touche le visage, se tire la peau. Elle pense se trouver jolie, mais se fait rattraper par une pensée négative lui disant « Que connais-tu de la beauté ? » Elle refuse de se laisser dominer par cette pensée négative et affirme se trouver jolie. Elle apprécie particulièrement ses yeux, qui sont de couleur bleue, légèrement vers le haut, avec des sourcils arqués, mais également ses cheveux bruns, attachés en tresse. Elle en vient à s'observer la bouche, expressive et sensuelle. Elle continue de se regarder dans le miroir un instant et se sourit. Un sourire d'une innocence presque palpable, tant ses traits sont doux et délicats. Cette interaction avec elle-même l'emplit de bonheur. Elle se retire alors du miroir, satisfaite.
Après cette parenthèse, il lui fallait enfiler des vêtements. Elle se dirige donc vers la chambre et sans se poser trop de questions, enfile une tenue de colon classique. Pantalon, t-shirt, pull serré, le tout d'une matière adaptative. Bien qu'elle n'éprouve aucune fatigue physique, être au contact de toute cette non-vie et ce silence commence à peser. Elle se sent de plus en plus seule et ne comprend pas ce qu'il lui reste à faire. Dans ses pensées, Ismaël lui manque. S'occuper des champs lui manque. Voir des personnes en mouvement, parler, rire lui manque. Sans les humains, quel est son but ? Elle retourne devant le sas de sortie, se met sur les genoux, ferme les yeux, puis dit en murmurant : Les humains sont-ils voués à s'autodétruire ? D'une manière ou d'une autre ? Elle entre ensuite dans une phase de veille. Elle ne sait pas quoi faire d'autre. Le temps file, les saisons martiennes également. Les années passent, des décennies. La batterie diamantée radioactive, le cœur d'Ashia, est conçue pour tenir entre 7000 et 10 000 ans. La voilà, plongée dans les ténèbres. Seule. Finis ce dogma. Juillet 2060, sur Terre. Les conséquences commencent à être désastreuses. Au CO2 et autres gaz à effet de serre causés par les activités humaines s'est ajoutée l'acidification des océans et donc la perte d'énormes quantités de vie marine aspiratrices de ces gaz. Il en va de même pour énormément de forêts qui ont été ravagées par les incendies, rendant beaucoup d'entre elles émettrices de CO2. Malgré les moyens mis à leur disposition, que ce soit les algues marines, les fenêtres génératrices d'électricité, la fission nucléaire, la voiture électrique, les énergies vertes, le refroidissement élastocalorique, etc. Toutes ces créations ont presque pour la totalité été inutiles, et ce, pour une seule raison. Elles sont toutes dépendantes du même monde qui les a créées, dépendantes des industries dévorant les énergies fossiles, dépendantes d'un monde fini, aux ressources limitées. Les humains n'ont pas agi assez vite, ni assez fort. La surpopulation était un enjeu majeur pour qui voulait un mode de vie à l'occidental. Il fallait absolument prendre en compte ce problème, mais il était nié. Il ne faut jamais oublier que dans les années 1930, les êtres humains étaient 2 milliards. Mais dû aux fortes croissances économiques, grâce entre autres à l'utilisation massive de pétrole, l'abondance avait commencé aux environs des années 1950. Ainsi explose le nombre d'êtres humains. De l'an 400 à 1800, nous sommes passés de 200 millions à environ 1 milliard. Puis, 1850, environ 1 milliard 2. 1900, environ 1 milliard 6. 1930, 2 milliards. 1960, 3 milliards. 1975, 4 milliards. 1990, 5 milliards 3. 2000, 6 milliards 1. 2010, 7 milliards 9. 2023, 8 milliards. 2030, 8 milliards 3. La population augmente, mais la planète, elle, reste la même. Il fallait soit réduire l'activité humaine à tout prix, soit réduire la population mondiale. Malgré les prises de conscience dans les années 1970 et les consensus scientifiques émergents dans les années 1980, les humains ont préféré continuer à vivre dans ce dogme qui commençait à devenir, déjà à cette époque, catalyseur de tout ce qui allait se produire par la suite. Les sociétés avaient rendu les personnes individualistes, égoïstes, apathiques et au fur et à mesure détachées de tout. Lors du premier quart des années 2000, les gouvernements font le choix de faire travailler toujours plus les personnes, toujours plus tard, dans des conditions toujours plus difficiles,
en introduisant toujours plus la notion de concurrence et de libre-échange, en les poussant également à consommer toujours plus dans une course à l'objet pas cher, créé par des entreprises négligeant la planète. Tout ça pour que quelques-uns puissent vivre dans l'opulence. Dans les années 2020, les choses s'accélèrent à cause des populations toujours plus vieillissantes et qu'il est impossible de forcer les personnes à faire des enfants. Certainement pas dans un environnement où tout devient toujours plus difficile, et encore moins face à un avenir toujours plus incertain. Pendant que les 1% les plus riches possèdent près de la moitié de la fortune mondiale. Pendant que les gens normaux, eux, n'avaient tout simplement pas la force de changer radicalement les choses. Trop occupés à survivre, à gagner de l'argent, à vouloir se procurer un tant soit peu de plaisir de vivre. Les politiques détournaient l'attention du peuple avec des non-sujets tels que l'immigration, le taux de chômage, la fraude sociale, etc. Alors que partout dans le monde, les pays en voie de développement aspirent à ressembler aux pays développés, à tort. Alors que déjà à cette époque, les températures commencent à monter, doucement. Comment faire ? Comment raisonner ? Comment agir ? Les dissonances cognitives sont trop grandes. La solution radicale aurait été de dire adieu à nos 600 esclaves énergétiques, nos machines, nos usines, nos jeans à 2 €, notre essence pas chère, notre viande pas chère, etc. Mais comment faire lorsque les gouvernements du monde entier favorisent les entreprises les plus polluantes et non les petites entreprises autosuffisantes? Lorsque les gouvernements du monde entier favorisent l'agriculture intensive, alors que la permaculture a montré à maintes reprises son efficacité? Alors que les gouvernements du monde entier soutiennent toujours plus les plus aisés, les plus puissants, et non leur peuple dans leur ensemble, afin de tous, ensemble, modifier les comportements de consommation de masse, de déplacement, de travail, de définition du bonheur. Mais c'est comme demander à une personne addicte d'être sobre du jour au lendemain. Le résultat sera le même. L'humain était accro aux énergies fossiles, et une poignée d'entre eux étaient accros à l'argent, ce qui crée une boucle. Plus d'argent égale plus d'énergie fossile. Plus d'énergie fossile égale plus d'argent. Vivre simplement se complique déjà autour des années 2030. Il est extrêmement compliqué d'avoir un accès à l'eau potable, que ce soit pour s'abreuver ou arroser les cultures. Le prix des choses commence donc à doucement mais sûrement exploser. La population subit, les grosses entreprises se réjouissent. La course à la croissance ne cessait d'être l'objectif. La population humaine se décime aux alentours des années 2070. Le changement d'agriculture n'ayant d'ailleurs jamais été fait à user les sols, les rendant quasi infertiles. Ce qui a eu pour effet de réduire drastiquement le rendement des récoltes, ainsi que la destruction d'une grande partie de la biodiversité. Insectes, oiseaux, batraciens, mammifères. Beaucoup étaient en déclin voire disparus par incapacité ou manque de temps d'adaptation. Autant la nature que les sociétés humaines sont en grande difficulté. Un changement radical est en train de s'opérer. Certaines zones deviennent de moins en moins tolérables pour la vie humaine comprise, car inadaptée à ce genre de climat. Des régions d'Amérique du Sud, d'Afrique, mais également d'Asie du Sud commencent à se vider de la vie telle qu'on la connaissait, devenant bien trop chaudes, atteignant les 50 degrés, et bien trop humides, suffoquant les êtres vivants. Ce phénomène est connu sous le nom de température humide. Le paysage de la France n'est pas épargné, et c'est bien aridifié. Beaucoup de personnes vivant dans le sud n'ont pas su s'adapter, et les vagues de chaleur commencent à être meurtrières. Ils ont donc opté pour aller vivre plus au nord. Le changement est trop rapide pour permettre aux sociétés de s'adapter, notamment à cause du pétrole, devenu inaccessible au commun des mortels depuis presque une trentaine d'années, ce qui a rendu les transports de marchandises ou de personnes extrêmement difficiles. Les voies ferrées, elles, ne sont plus réparables, car elles ont été négligées pendant des décennies par le passé, au détriment de sa grande utilité. Quant aux avions,
il reste à terre également depuis bien longtemps. Sauf pour, encore une fois, une poignée de privilégiés ayant pu s'accaparer une certaine réserve de carburant. Les producteurs d'énergie fossile favorisant évidemment leur propre pays, les crises s'enchaînent. Les fontes des grands glaciers du monde, dont l'Antarctique, est bien entamée et irréversible. Cela accélère le réchauffement climatique et modifie les courants marins des océans du monde entier, réduisant par la même occasion la capacité de réflexion de la planète et accélérant la montée du niveau de l'eau au fil des décennies, faisant progressivement disparaître des archipels et modifiant le littoral du monde entier. Le pergélisol n'est pas épargné, mais lui libère virus et bactéries contre lesquels nos espèces animales et végétales ne sont plus équipées pour se défendre. Aux alentours de 2100, la majorité des peuples allant du tropique du Capricorne au tropique du Cancer et au-delà ont migré vers les pôles. Des milliards de personnes ont perdu la vie lors de ces déplacements migratoires, par manque d'eau, de nourriture, d'abri ou de soins. L'utopie de la population mondiale à presque 10 milliards d'êtres humains ne restera jamais que ça. Une utopie. La Terre n'aurait jamais supporté un tel nombre d'êtres humains. Pas dans le confort moderne auquel tous aspiraient. Dans un monde créé grâce au pétrole. Cet or noir, source de tant d'avancées et de tant de misère. À cette période, la notion de frontière n'existe plus, et ceux ayant survécu commencent, avec difficulté, à s'adapter aux destinations qu'ils ont pu rejoindre, croisant parfois des natifs qui, eux, ont pu s'acclimater plus facilement, grâce à leur position géographique favorable. Une rivalité existe toujours, mais surtout, le racisme, la méfiance, l'ignorance, l'intolérance. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi le réchauffement climatique continue, malgré que l'homme ne pollue plus à un rythme effréné depuis quelques décennies. Peu savent qu'il y a une latence d'environ 30 ans entre le moment des émissions de gaz à effet de serre et les effets causés. Mais les changements ont été si radicaux qu'il faudra des centaines d'années pour retrouver un équilibre. La Terre ne sera probablement plus jamais la même. Le mode de vie humain moderne a été réduit à néant. Le dogme de l'argent n'est plus. Durant toute cette période difficile, la seule chose qui compte aux yeux des gens, des personnes simples, est la survie de leur enfant, leur mère, leur père, leur sœur, leur frère, leur grand-père, leur grand-mère, leur amoureux, leur amoureuse, leur cousin, leur cousine, leur tante, leur oncle, leur ami, leur animal de compagnie. Tout ça, au singulier ou au pluriel, au masculin, féminin, agenré, peu importe. L'amour est la survie des êtres chers et parfois de parfaits inconnus. Rien d'autre n'a d'importance. Un humain ne peut s'en sortir seul, et malgré les sociétés égoïstes et individualistes, des liens pourront-ils à nouveau se tisser entre inconnus, cultures, étrangers. Malgré les difficultés de communication causées par les technologies qui avaient déconnecté les personnes de réelles relations, interactions sociales, l'être humain peut s'adapter psychologiquement assez vite. Écouter, discuter, comprendre, patienter, faire confiance. Toutes ces notions parfois perdues seraient à réapprendre. L'instinct humain reste la coopération, le partage, la socialisation pour la survie. Chacun pourrait apprendre quelque chose de l'un et l'autre. Le partage des cultures, des connaissances est un atout majeur pour la survie. Et malgré une culpabilité et une haine profonde contre ces puissants qui ont dirigé les politiques, les industries, contre ceux qui ont détruit la vie de milliards de personnes et fait vivre des moments extrêmement difficiles au cours des décennies, il fallait faire le deuil d'un monde d'abondance, de la fin d'un dogme. L'humain est-il réellement capable d'une telle adaptation ? Peut-il se laisser une réelle chance ?
Purgatorium. Après 259 années martiennes, Ashia se réveille, sans raison apparente. Nous sommes le Sol Martis 24 Cagna 549. Ses yeux s'ouvrent et découvrent le noir absolu dans lequel la station est plongée. Le mode économie d'énergie a fini par s'épuiser. Le système électrique n'était pas composé de batteries à diamants radioactifs. Celle-ci ne pouvait être utilisée pour une structure aussi grande et gourmande à l'époque du grand départ. Elle se souvient s'être endormie en face du sas de sortie et décide de l'ouvrir en enclenchant l'ouverture manuelle. Elle connaît tout par cœur, mais tâtonne tout de même un peu. La température est la première chose qu'elle remarque. Il ne fait plus un froid glacial. En observant l'horizon, elle ne voit toujours rien. Il fait également un noir total à l'extérieur. Aucune étoile dans le ciel, aucun satellite martien, rien. Seul un silence de mort accompagne ce noir absolu. Elle active sa vision nocturne. Les seules choses visibles sont le sol et quelques rochers. La portée de cette vision n'est pas très grande, puisqu'elle a été conçue pour un usage intérieur. Elle est confuse et quelque peu apeurée. Mais n'ayant rien à perdre, elle se met à marcher avec lenteur et prudence. La voilà errante, un pas après l'autre dans les abysses. Elle s'éloigne doucement de la station, passe le hangar de conception et après 250 mètres environ, voit comme un mur apparaître devant elle, par lequel elle croit entendre un léger sifflement de vent s'infiltrer. Elle s'approche et le touche. L'incompréhension se lit sur son visage. Elle fait quelques pas en arrière et regarde sur sa droite. Ça s'étend aussi loin qu'il est possible pour elle de voir. Ashia décide de longer ce mur et finit par retomber sur ses pas. Elle a fait un tour complet. Il s'agit d'une structure circulaire totalement fermée d'environ 1660 mètres de circonférence. 1665,044 pour être précis. En observant attentivement ce mur, elle remarque des interstices, comme s'il s'agissait de plaques s'enchaînant dans tous les sens. La curiosité la pousse à aller chercher un outil et des gants isolants pour se protéger d'une quelconque matière dangereuse. Elle plante une pelle dans un des interstices et fait tomber avec difficulté une des plaques. Elle se met sur le côté pour éviter de se faire écraser. L'objet doit bien faire 2 mètres de chaque côté. Derrière, une forme de cône avec des câbles sont apparents. À l'intérieur de l'ouverture, encore plus de câbles et à certains endroits, des ventilateurs assez imposants. Ashia s'infiltre et fait très attention à ses moindres faits et gestes et finit par atteindre le fond, mais il y a de nouvelles plaques, métalliques cette fois-ci. Elle regarde à gauche et voit comme une lumière. Avec hâte, mais toujours prudente, elle s'y dirige.
Elle ne sait pas si les câbles sont encore alimentés. Elle préfère donc rester sur ses gardes. En se rapprochant de plus en plus, tant bien que mal avec tous ces câbles, la lumière se fait de plus en plus forte. La brise d'air également, apportant une fraîcheur comme nulle autre. Elle désactive sa vision nocturne et après quelques mètres, elle voit qu'il s'agit d'une grille d'aération immense. Elle s'en approche au maximum. Après l'avoir atteint, Ashia observe de l'autre côté par un des espaces de la grille. Elle découvre alors un paysage désertico-fleurissant. Un soleil brillant de 1000 feux dans un ciel légèrement blanchi, accompagné de quelques nuages. Bouche bée, Ashia passe la grille d'aération, comme hypnotisée par le paysage. Une fois de l'autre côté, ses cheveux se détachent par une bourrasque de vent. Les récepteurs de sa peau étant aussi sensibles que ceux d'un humain, elle ferme les yeux pour ressentir tout avec passion et savoure quelques instants. Après quelques minutes d'intense satisfaction intérieure, elle avance tout en observant dans toutes les directions. Elle se situe dans un cratère peu profond. Au sol, de la mousse avec par-ci par-là des touffes d'herbe et des buissons éparpillés. De la verdure. Pour une raison qui lui échappe, elle se sent comme libérée. Une bouffée d'air frais caresse à nouveau son visage. Il fait si bon. Au loin se trouvent quelques structures, des sortes de cabines de chantier en piteux état. Elles sont corrodées et détruites par endroits. Ashia avance un peu plus et se retourne pour voir d'où elle s'est extirpée. Son visage ne cesse de monter. La structure est imposante. Un dôme d'une grandeur vertigineuse. Il est vraiment en mauvais état lui aussi. Plein de mousse, de plantes ayant escaladé la paroi, mais également de la corrosion qui commençait à grignoter lentement la coque. La coque, qui d'ailleurs est réfléchissante, comme une sorte de miroir. Elle prend un instant, mais avant d'imaginer quoi que ce soit, se dirige vers les cabines pour essayer d'y dénicher des informations. Cependant, elle doute fortement d'y trouver quoi que ce soit. Ashia entre dans l'une d'elles, mais n'y trouve que des objets inutilisables. Des papiers tombant en poussière et un peu de végétation s'étant frayé un chemin. Elle tente une autre. Bouge quelques objets et pareil. Des papiers réduits à néant, des objets corrodés. Mais en observant plus attentivement, au coin de la pièce, elle découvre une sorte de caisson en presque parfait état. Il doit être fait d'un alliage à haute entropie. En s'y dirigeant, elle trébuche sur quelque chose. En retirant le sable et la poussière, Ashia découvre un androïde de service. Elle fronce les sourcils d'un air dubitatif et se réintéresse au caisson. Elle essaye de le forcer par l'ouverture, mais échoue. Elle court alors sans réfléchir à l'intérieur du dôme pour aller au hangar récupérer un chalumeau portatif. De retour, elle insiste sur l'ouverture avec la flamme dépassant les 3000 degrés Celsius tout en inclinant le caisson pour que l'alliage fondu ne coule pas trop vers l'intérieur. Une fois le tout désagrégé, la porte s'ouvre et des piles de documents s'échappent par la porte. Elle arrête tout et récupère avec vivacité les papiers encore en parfait état. Le caisson était étanche. Ashia s'assoit par terre et commence à feuilleter. Il s'agit de documents confidentiels. Au sommet de la pile, une notice de non-divulgation d'informations pour un projet nommé Purgatorium. Encore une fois, Ashia tombe des nues. Confidentiel. Notice de non-divulgation d'informations. Sous aucun prétexte, les informations communiquées ci-après ne doivent être dévoilées.
Il s'agit d'une action commune prise par les membres du contre-projet Hubris. Veillez à sa protection pour le bien de tous. Il s'agit d'une action symbolique mais nécessaire. Le projet sera gardé secret, même après exécution, confidentiel. La demande de création du projet Hubris, comme son nom l'indique, est un projet ayant pour but de flatter l'ego surdimensionné de personnes n'ayant que pour objectif de quitter la Terre, afin de laisser les problèmes derrière eux. Problèmes auxquels ils ont participé, sans jamais émettre de quelconque regret. Les reproches retombant alors sur les peuples du monde. Leur projet ne verra jamais le jour. Lorsque nous avons été approchés, la planète commençait déjà à changer. Leur demande était la goutte de trop. Nous allons effectivement créer une structure, mais sur Terre. Ils ont toujours été protégés par des politiques néolibérales. Aujourd'hui, seuls nous avons la main sur leur vie dénuée de sens. Pendant que la planète peinera à trouver un chemin vers une nouvelle existence, eux seront mis à part. Il sera alors impossible pour eux de continuer à empoisonner ou à manipuler quiconque. À la page suivante, vous trouverez les informations dites essentielles à l'élaboration de ce contre-projet. Ashia, complètement bouche bée, dit « Ils n'ont jamais quitté la Terre ? Tout ça n'était qu'une supercherie ?» Les humains sont vraiment des créatures des plus surprenantes. Elle passe à la page suivante et y lit quelques informations. Confidentiel. Nom de projet, Purgatorium. Estimation du temps de conception, environ 15 années. Projet Purgatorium plus projet Hubris factice convaincant. Estimation de mise en service, 2058. Confidentiel. Lieu, Groenland. Le Groenland a été choisi pour son paysage qui sera facile à modifier, notamment grâce à la fonte des glaces. Avantages. Lieu très peu fréquenté. Eau disponible. Fonte des glaces. Disponibilité des côtes. Inconvénients. Possible affaissement, glissement de terrain. Lieu proche de l'Islande. Énergie disponible sur le lieu. Géothermie profonde. Éolien. Rendement. Solaire thermodynamique à concentration. Peu convaincant, mais au moment de la concrétisation peut être intéressant grâce au réchauffement climatique. Pluviométrique. Combinaison de panneaux photovoltaïques plus pluviovoltaïques. Hydrolienne. Force houlomotrice. Confidentiel. La pile de documents est trop épaisse. Elle feuillette encore quelques passages vers la fin. Confidentiel. Le projet progresse bien, même si le cycle météorologique factice nous a donné du fil à retordre. Les commanditaires du projet Hubris, en revanche, sont intenables et ont des exigences hors normes. Nous les manipulons comme nous pouvons afin de gagner du temps. La transformation et la construction en Groenland avancent également bien, malgré un léger retard. À la vue des comportements et des exigences insensées ainsi que la maltraitance des travailleurs et des membres du projet, nous avons décidé de manipuler les informations afin de leur faire croire, lors de leur réveil dans la station, qu'ils sont les derniers êtres humains, les derniers survivants de l'amarcissage, les derniers de leur espèce. Les installations extérieures devraient tenir notamment grâce à des androïdes de service. Entretien, régulation, vérification, intégrité, etc. Confidentiel. Nous sommes donc sur Terre, au Groenland. Si l'on convertit la date, nous sommes le samedi 6 mai 2643. Un sentiment d'espoir émerge en Ashia, malgré la découverte de cette mascarade. Autour d'elle, elle voit la vie et ne peut s'empêcher de croire que rien n'est perdu. La vie trouve toujours un chemin. L'univers trouve toujours un équilibre. Selon elle, cet équilibre a presque été atteint. Nous sommes tout de même environ 600 ans après le début des projets. Novus Mundus. Son nouvel objectif est de trouver des personnes vivantes.
Elle trouve une carte parmi les documents et voit qu'au sud, à environ 75 km, est supposé se trouver un port créé spécialement. Mais elle craint qu'il ait été détruit pour masquer la présence du projet. Elle espère tout de même y trouver une embarcation pour longer la côte et peut-être trouver un village. Ashia emprunte la pente sud du cratère, s'éloignant petit à petit de cette prison. Elle prend un instant pour observer derrière elle. Le dôme est d'autant plus impressionnant vu à cette distance. Au loin, elle voit un parc éolien et une partie d'un parc de panneaux solaires. Tout est recouvert de végétation et tombant en ruine. Ils ont tout de même réussi un exploit d'avoir installé tout ça ici, malgré le relief montagneux. Elle se demande d'ailleurs pourquoi avoir installé des panneaux solaires dans un cratère. S'il s'agit effectivement de panneaux photovoltaïques combinés à du pluviovoltaïque, un meilleur endroit aurait pu être choisi. Disons qu'il devait y avoir une raison. Elle remarque également des tunnels, placés à distance égale au pied des pentes. À quoi pouvaient-ils servir ? Elle n'est pas vraiment intéressée par la réponse et reprend sa montée. En alternant entre marche et course à pied, elle effectue environ 68 km avant d'atteindre la côte sud. En chemin, elle compare les données qu'elle a du Groenland de l'époque. Et quel changement! C'est méconnaissable. Il y a des rivières, de l'herbe et même des buissons. La côte a d'ailleurs également changé, puisqu'entre-temps, l'eau est montée. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas pensé à la modification côtière avant d'avoir pris la route. Mais peu importe, elle y est maintenant. Mais évidemment, si port il y avait, il est sous les eaux. Elle décide de longer la côte, vers l'est, pour essayer d'atteindre d'anciens villages ou d'anciennes villes. En allant vers l'ouest, il lui faudrait bien plus de temps pour atteindre quoi que ce soit d'après les informations dont elle dispose. Ashia parcourt plus de 250 km de côte en zigzag, parsemés de reliefs onduleux et de petits cours d'eau. La voilà tout à l'est, au cap Brewster, situé entre la baie de Scoresby et le détroit du Danemark. Mais toujours pas d'embarcation à l'horizon. Elle se retrouve face à un choix. Elle pourrait nager 12 heures pour atteindre l'autre côté afin d'espérer rejoindre une ville, ou alors faire le tour, ce qui prendrait environ 68 heures. Elle part pour la marche, la course à pied. Elle ne sait pas ce qui se trouve dans les eaux. Peut-être qu'un courant marin pourrait même l'emporter, malgré sa puissance surhumaine. Elle préfère opter pour la sécurité. Pendant ce long chemin, elle croise des oiseaux, ce qui l'émerveille et l'emplit de joie. Néanmoins, aucun signe de vie terrestre. Du moins, elle n'a pas eu la chance d'en croiser. Il y a tout du long la même flore. Même si arrivée un peu plus au nord, elle voit une sorte de marécage abritant bien plus de vie qu'ailleurs. Il y a énormément d'insectes, des moustiques, des friganes, des libellules, des éphémères et bien d'autres. Ashia observe énormément. Et elle se sent de plus en plus confiante sur le fait de trouver des humains vivants quelque part. En arrivant au bout du détour qu'elle a dû faire, elle voit sous les eaux légèrement larges des restes d'un village complètement submergé. Ashia continue son chemin. Plus loin, pareil, un autre village submergé par les eaux. Cette fois-ci, un village de pêche. Plusieurs bateaux avaient échoué sur la plage, mais aucun utilisable. Au vu de ces découvertes, elle se demande si les humains n'avaient pas migré vers les continents. Son premier instinct était de longer les côtes du Groenland. Mais y avait-il seulement encore des personnes ici ? Selon ces infos, et suivant la trajectoire qu'avait pris l'humanité par le passé, les humains vivant au Groenland auraient quitté les lieux petit à petit. La surpêche avait empêché les villages côtiers de continuer à subvenir à leurs besoins,
et la fonte des glaces avait rendu le terrain quelque peu impraticable, modifiant le relief, le rendant bien trop imprévisible. Pour elle, sachant ça, ils avaient quitté les lieux. Les quelques personnes qui seraient restées ont dû finir leur jour tranquillement ici, avant de quitter ce monde. Près de 600 ans se sont écoulés tout de même. Des événements ont dû se produire tout du long. Elle se remet donc en quête d'une embarcation. Après quelques heures de marche, elle tombe sur un bateau renversé au milieu d'un autre village englouti. Encore un village de pêche. Mais cette fois-ci, elle voit un bateau renversé flottant au loin, à l'endroit où devait se situer le port. Elle nage jusqu'à lui. Il est attaché par une longue chaîne. Asha réussit à la briser grâce à un maillon déformé. Elle voit plusieurs autres bateaux, certains coulés par la vie qui a décidé d'y séjourner, ou encore flottant en équilibre sous l'eau. Elle ignore le reste et amène le bateau qu'elle vient de détacher jusqu'à la plage. Par chance, il semble être fait du même alliage que le caisson dans lequel il y avait les documents. Voilà pourquoi la chaîne était encore en bon état. Au pourtour du bateau, de la vie marine a élu domicile. Elle décide simplement de laisser la mouche tranquille. Des rames sont accrochées à l'intérieur. Elles sont en parfait état. Il faudrait juste les nettoyer un peu. Asha ne perd pas un instant. Sa route est toute tracée. Elle ne fera pas d'arrêt en Islande, en Irlande ou au Royaume-Uni. Elle veut rejoindre le continent. Sa destination est la Norvège, pour avoir la moins longue distance à parcourir. Elle espère juste que les courants ne sont pas trop forts. Elle s'élance affronter l'océan à bord de son embarcation. Après quelques heures, se trouvant entourée par l'océan Arctique, elle remarque que justement, il n'y a presque pas de courant. Le changement climatique avec sa chaleur aurait-il ralenti les courants marins à ce point ? L'océan est presque trop calme. Même le vent se fait à peine entendre. Elle continue son chemin pour rejoindre l'Atlantique. Après avoir ramé pendant presque 6 jours entiers, en presque parfaite ligne droite grâce à ses capacités à tenir un cap, notamment à l'aide d'une boussole interne, elle voit au loin ce qui est censé être la Norvège. Mais alors qu'elle s'y dirige, un courant d'une force inouïe l'emporte vers le sud. Elle n'arrive même pas à le contrer, malgré sa force. Le bateau se fait emporter vers l'intérieur de la mer du Nord. Au large, rien n'est visible, mais la force l'emporte toujours plus au sud. Après quelques heures, elle entend les vagues se déchaîner dans un brouhaha assourdissant et voit la mer se déformer vers l'intérieur comme un tissu tiré du bout des doigts par le centre. Asha se lève et reste abasourdie. Une vague frappe le bateau. Notre amie perd alors l'équilibre et tombe à l'arrière, s'accrochant in extremis à une corde. Elle se débat sous les eaux, mais réussit à remonter à la surface. Reprend son souffle avec force et finit par regagner l'embarcation. En l'espace de quelques instants, le bateau se retrouve presque incliné à 45 degrés. Il s'agit en fait d'un maelstrom d'une taille inouïe. Asha prend peur. Elle se retrouve impuissante face à ce genre de phénomène naturel. Elle ne peut qu'espérer un ralentissement. Il ne reste qu'à se blottir quelque part en croisant les doigts. D'après ses estimations, ce monstre des mers dépasse la centaine de mètres de diamètre. La profondeur, quant à elle, est trop variable pour être estimée. Le maelstrom se dirige vers le centre de la mer du Nord, emportant le bateau avec toujours plus de force. Mais heureusement, il est léger, ce qui lui permet de se faire emporter extrêmement lentement vers le centre, là où les vagues se rejoignent avec fracas. Après 6 longues heures d'attente, tout s'arrête. L'eau du centre se met à remonter et des vagues des plus spectaculaires se rejoignent au milieu, créant un raz-de-marée d'une totale démesure, si immense qu'Asha ne les ressent presque même pas. Le centre s'entrechoque et crée des vagues inversées accompagnées d'expulsions d'eau. Après des heures d'instabilité, la mer retrouve presque le calme complet.
Le courant l'a emportée toujours plus au sud, et par chance, elle aperçoit plusieurs bouts de terre, au loin à l'ouest et au sud, un peu plus proche. Elle se situerait entre les Royaumes-Unis, la France et la Belgique. Mais cette dernière n'était pas visible, car une très grande partie est noyée sous les eaux. Tout comme les Pays-Bas, où il ne reste que quelques îles. Elle souhaite accoster au sud, au nord de la France. Voguant avec force, elle passe au-dessus de Calais submergée. Environ 15 km sont nécessaires pour enfin pouvoir poser pied à terre. Une fois accostée, une plage pleine de végétation complètement naturelle se découvre dans une brume épaisse, comme si le réchauffement climatique n'avait jamais existé. Le sol est trempé, jusqu'en forêt, une forêt marécageuse. De la mousse, des buissons, des mares, ça fourmille de vie. Elle aperçoit des petits rongeurs nichés sur les arbres, des batraciens, mais également des insectes. Les humains ont dû essayer d'adapter les côtes face aux différents phénomènes météorologiques, ou peut-être que la nature elle-même les a importés au fil des siècles. Quoi qu'il en soit, pour éviter une bonne partie de la Belgique qui est engloutie, Achia doit continuer vers le sud. Après quelques kilomètres, la forêt désépaissit et laisse place nette à un climat quasi désertique. Elle ne s'attendait pas à un tel changement si radical sur une si courte distance. Tout a tant changé. À perte de vue, un mélange de terre et de sable désertique. Se dirigeant toujours plus vers le sud, elle se dirige vers des espaces où se situaient autrefois villes et villages. Il n'en reste rien. Ils ont probablement été détruits par le climat, les phénomènes météorologiques, puis recouverts d'une couche de terre et de sable. Escueil, Kessk, Senlec, Vikengan, Kriki, tous sont devenus invisibles à l'œil, disparus sous le poids du temps. Certains comme Auchy-les-Hesdin, Filièvre, Saint-Ouen ou encore Amiens sont sous les eaux, ce qui veut dire que l'eau a monté de 60 mètres et que donc la totalité des glaciers de la planète a fondu. Par curiosité, elle décide de se rendre à Paris. Elle souhaite voir de ses propres yeux l'état de l'une des capitales les plus connues au monde. Sur le chemin, toujours plus de sécheresse. La France est méconnaissable, ne laissant qu'un sol craquelé. Par-ci, par-là, de petites oasis d'eau salée. De nombreux cours d'eau ne sont plus qu'un reflux d'eau océanique. Les sources d'eau douce ayant presque toutes disparu. Après la ville de Sarcelles, impossible de continuer. Elle doit faire un détour jusqu'à Villepinte, pour ensuite atteindre le cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. Du moins, ce qu'il en reste. Sur la route, elle aura vu de nombreux bâtiments en ruine, dépassant du sable, comme enterrés. La puissance de l'homme n'étant plus qu'un lointain souvenir. Paris presque tout entier se retrouve submergé. Entre 1 et 20 mètres d'eau recouvrent cette capitale qui était autrefois fréquentée par ceux qui étaient considérés comme les plus grands de ce monde. Adieu haute couture. Adieu restaurant de luxe. Adieu hommes et femmes de pouvoir intouchable. Adieu monarques démocratiques. Adieu personnes qui ne sont rien parcourant les gares. Être en contact de toutes ces ruines, tout ce vide, lui fait ressentir un puissant âne songe, seul, au milieu de cette capitale délabrée.
tout ça, encore une fois, n'est qu'un lointain souvenir. Un souvenir ne lui appartenant pourtant même pas. Ayant satisfait sa curiosité, Ashia reprend la route. Aucun être humain n'a été croisé. Sa quête n'est toujours pas terminée. Contact. Ashia parcourt des centaines de kilomètres vers le nord-est, traversant d'abord le reste de la France, un bout de la Belgique, puis le Luxembourg, ensuite l'Allemagne, croisant scorpions, fennecs, serpents, et parfois même vautours sur son chemin. Elle ne peut s'empêcher d'être contente à chaque fois qu'elle croise de la vie, car ça lui prouve que la nature s'est adaptée, malgré les épreuves. Elle trouve toujours un équilibre, quel qu'il soit. Sur le chemin, un très léger changement de climat se perçoit, et après environ 5 jours, celui-ci commence à changer pour le mieux. De la verdure se montre. Certes, pas de la verdure typiquement européenne de l'époque, mais de la verdure tout de même. Elle ne peut s'empêcher d'arborer un sourire radieux. En continuant, et après avoir parcouru plus de 1000 km depuis Paris, soit 9 jours entiers de marche, elle voit apparaître des buissons et aussi des arbres. Il s'agit d'un certain type de pin, résistant plutôt bien aux sécheresses. Ashia a atteint les abords d'une ancienne ville polonaise, Poznań. Tout comme les autres villes, celle-ci est enfouie. Mais pendant son parcours, elle a pu voir toujours plus d'animaux, certains petits mammifères étant possiblement de nouvelles espèces. Elle continue sa route, toujours en direction du nord-est. De petits endroits humides apparaissent, gorgés d'insectes et d'animaux. Un véritable joyau de nature, en parfaite harmonie. Ashia s'octroie une pause en plein après-midi, car elle ne peut s'empêcher d'admirer cette nature, si belle, d'écouter le chant des oiseaux, le coassement des grenouilles, la stridulation des criquets, le vent dans l'herbe et les feuilles d'arbres. Un profond sentiment de paix s'empare d'elle. Après 2 bonnes heures, elle décide de reprendre la route. Mais, au moment de s'en aller, un ours se tient à quelques mètres d'elle. L'animal la fixe et ne souhaite en aucun cas le blesser. Elle démarre alors un sprint d'une vitesse phénoménale. L'ours lui court après, mais en vain. Malgré ses 50 km/h, Ashia est déjà loin. Elle doit contourner la partie de la Russie située entre la Pologne et la Lituanie, car elle est complètement sous les eaux. Passant à une vingtaine de kilomètres de Kaunas, ville souvent raillée par les Français pour sa ressemblance à un mot à la phonétique similaire, Ashia se sent comme observée. Elle continue de marcher en étant sur ses gardes. Mais après quelques minutes... Stop! Crie un homme. Ashia sursaute, met les mains devant elle comme si elle voulait stopper une entité invisible. Elle est entre joie immense et peur intense. Kushi Tuzame? Dit l'homme sortant de sa cachette accompagné d'une femme et d'un chien. Je ne comprends pas ce que vous dites. On dit tous Kampram? Je ne comprends pas votre langue, je ne sais pas ce que vous me demandez. Ashia tente d'expliquer cette phrase avec des gestes. Elle pointe sa bouche et fait un X en croisant ses avant-bras. Și non attaccare nostro langage. Si attaquer les France, ma pense. Nostro zapolte, il Medina. Écoutez, j'ai l'impression que vous parlez une langue qui n'existait pas avant, mais je reconnais quelques mots. Vous avez dit « moi penser » et « Médina », c'est ça? Vous pensez quoi? Vous allez m'emmener dans votre ville? Ashia déduit de cette interaction qu'il s'agit d'une langue complètement inédite. Elle reconnaît une multitude de langages dans les phrases employées, mais elle a besoin de plus pour la déchiffrer. Entendre parler d'une ville l'excite au plus haut point.
Sue vinosa. Il fait signe de suivre avec ses mains. Asha s'exécute et suit le couple. Sur la route, elle préfère rester silencieuse. Ils n'ont pas l'air menaçants, simplement curieux, mais tout de même sur leur garde. Kwaza Tuzenem? Mais Asha n'est pas encore en capacité de répondre. La femme met donc une main sur son cœur et dit « Manem Ame Zefara. D'accord. Manem ame Ashia. » Zefara sourit. Ils poursuivent leur route malgré la tombée de la nuit. Et après environ 3h30 de marche, aux environs de minuit, le groupe s'arrête pour faire une pause, se nourrir et dormir. Une fois le camp installé, le couple prépare à manger. Un repas à base de végétaux, un mélange de lentilles, pois, betteraves rouges, carottes, ail et thym. Asha mange avec eux pour ne pas éveiller les soupçons inutiles pour le moment. Même si elle ne digère pas, son système peut transformer la nourriture en énergie supplémentaire. Cette fonction était prévue pour qu'un androïde puisse accompagner lors d'un repas. La femme et le chien décident de monter la garde pour la nuit. Mais Asha réussit à la convaincre avec des gestes qu'elle peut monter la garde pour elle, avec le canidé. Elle accepte et va se reposer. Asha et le labrador montent alors la garde. La robe de l'animal est noire, mais un brin léger est parsemé sur l'avant de ses 4 pattes. Tous deux restent près du feu, surveillant les alentours. Seul le son du bois craquant sous les flammes, un léger vent et les grillons nocturnes se laissent entendre. Au lever du jour, ils prennent un petit déjeuner rapide, un peu d'eau et une pomme chacun. Après avoir levé le camp, ils reprennent leur chemin pendant 4 heures, en buvant avec parcimonie. Au loin, on commence à apercevoir des structures. L'excitation se fait de plus en plus grande. Elle est exaltée. Des humains, une communauté d'humains. La ville n'a pas l'air très grande, peut-être pour environ 1000 à 1500 personnes. L'architecture est surprenante. Tout se mélange à l'image de leur langue. La variété culturelle est présente partout. Chaque bâtiment en montre un bout. Un mélange européen, arabo-maghrébin et asiatique dans une moindre mesure. Les rues de la ville regorgent de monde, d'ethnies tout aussi variées. On peut également noter que le climat en lui-même ressemble plus à celui du Canada de l'Ouest qu'à l'Europe du Nord. L'homme crie quelque chose d'incompréhensible et se dirige vers un bâtiment un peu plus grand que les autres. Une fois à l'intérieur, on fait signe à Asha de s'asseoir sur une chaise au milieu d'une tribune en demi-cercle. Cette tribune est composée de bancs sur plusieurs rangs légèrement en hauteur. Peu à peu, la pièce se remplit de personnes. Une fois celle-ci pleine, une personne parle à une autre au pied des gradins. Dit l'homme à gauche. Novicette. Dit celui de droite. Une femme à droite dans les gradins se lève et prend la parole. Bonjour. Manem ame Fozan. Dobrodol samar jalsar. Povatuk presente yuzadir? Un silence pèse. La femme fait signe à Asha de prendre la parole. Elle s'exécute. Manem ame Ashia. Je suis désolée, c'est tout ce que je sais dire dans votre langue. Vous ne parlez que français? Comment est-ce possible? Toutes les personnes chuchotent entre elles. Puis Asha reprend la parole. Oh, c'est-à-dire que... Je viens de très loin. C'est un peu compliqué à expliquer. Orator,
Demana S20 tafsir Kwazashi di Fespar. Afustotu asun loksan. Ashia tilt lorsqu'elle entend AS-120. Il s'agit d'un androïde de service. Elle sent comme un haut le cœur, malgré qu'elle n'en ait pas. L'homme de gauche demande quelque chose à celui de droite, qui reprend alors la parole dans leur langue. La personne des gradins dit à nouveau quelque chose, et celui de droite reprend la parole. Bonjour, je m'appelle AS-120. Je suis un androïde de service qui fera office d'interprète lors de cette séance. Votre interlocuteur est Fozan. Elle vous souhaite chaleureusement la bienvenue et vous demande de vous présenter. Tu es donc bien un androïde de service. Je me présente, je m'appelle Ashia. Mais je n'ai malheureusement pas plus à dire sur moi. La seule chose que je peux vous raconter, c'est que mon voyage a débuté au Groenland, que j'ai ensuite parcouru le monde pendant plusieurs semaines dans le but de trouver une communauté humaine. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie maintenant que je suis enfin devant vous. L'androïde traduit à l'assemblée, ce à quoi une nouvelle personne reprend la parole. AS-120 traduit. Enchanté, Ashia. Je suis Medivi. Bienvenue à Marjalzar. Mais comment ça, vous venez du Groenland ? Des humains y sont retournés ? Et heureuse de retrouver une communauté humaine ? J'ai parcouru plus de 5000 kilomètres pour arriver jusqu'ici. J'ai énormément de choses à raconter. Avez-vous du temps ? L'androïde traduit pour répondre. Nous avons le temps. Allez-y. Ashia raconte son récit, dans les moindres détails. De la supercherie à la mort des humains, aux révélations, au temps écoulé, tout. L'assemblée finit complètement bouche bée de toute cette histoire. Par respect, il propose à Ashia d'avoir un accès à leur bibliothèque après avoir terminé leur entretien. L'assemblée conclut qu'Ashia ne devrait pas être une menace. Mais il souhaite quand même qu'AS-120 vérifie son récit en accédant à ses données via partage. Ashia explique cependant qu'elle a peur que le programme contamine l'androïde de service, ce qui le rendrait inutilisable. L'assemblée insiste et demande à Ashia de vérifier le code et de le modifier au besoin. Mais elle refuse, de peur de détruire ce qui fait d'elle qui elle est. Le groupe conciliabule encore une fois. Ils comprennent l'enjeu et acceptent qu'Ashia ne soit pas tenue responsable s'il arrive quelque chose à AS-120. Elles ne se sentent pas à l'aise avec le fait de risquer la destruction de l'androïde. Mais elle n'a pas le choix. Devant le hall entier, Ashia partage ses données avec l'androïde. Et après quelques minutes, AS déclare le récit authentique. Ashia trouve étonnant que les humains ne soient pas plus méfiants à leur égard. Elle reste un androïde. Elle aurait très bien pu pirater AS-120 et lui faire dire ce qu'elle souhaite. Heureusement, le groupe ne la questionne pas à ce sujet. Une personne au hasard reprend à nouveau la parole. L'androïde traduit. Vous pouvez circuler en totale liberté. Nous allons vous proposer un lieu de séjour. Pour tout vous dire, si vous ne nous aviez pas dit que vous étiez un androïde, nous ne l'aurions jamais su. Vos vêtements, votre attitude, vous sembliez humaine en tout point. Nous allons vous faire confiance. Sachez que malgré nos avancées sociologiques et sociales en général, nous sommes soulagés de savoir que des personnes horribles ont péri dans ce dôme, mais également peinés pour les personnes plus innocentes ou celles remettant en cause leur action. La bibliothèque est à votre entière disposition. AS-120 va vous partager notre langage qui se nomme Fespar. Vous êtes maintenant libre de vous en aller. Prenez soin de vous. Ashia réalise l'espace d'un instant. Pourrait-elle être considérée comme humaine ? Si même des humains eux-mêmes n'ont pas pu le déterminer, que signifie être humain ? Il y a effectivement des spécificités physiques, dont elle coche toutes les cases, des spécificités intellectuelles, dont elle coche également toutes les cases. Elle est également capable d'apprendre et de ressentir grâce au programme pirate. N'est-ce pas là la base ? D'apprendre et de ressentir. Elle se souvient également avoir eu peur pour sa vie lorsque Zephyra et son partenaire l'ont surprise. Lorsqu'elle est tombée dans le maelstrom, elle a même instinctivement repris sa respiration alors qu'il lui est en aucun cas nécessaire de le faire. Chose que le programme en lui-même n'a pas pu associer à un quelconque souvenir par le passé.
Elle souhaite profondément se sentir humaine. N'est-ce pas ça, le plus important ? Je vous remercie énormément pour votre accueil, votre gentillesse, ainsi que la confiance que vous m'accordez. J'ai extrêmement hâte d'en apprendre plus. Prenez également soin de vous. Ashia se retire escortée par AS-120, qui la dirige vers son lieu de vie, et partage par la même occasion toutes les données sur le Fespar. Cependant, Ashia a mis plus de temps qu'avant pour emmagasiner les données. Elle s'étonne, mais n'en pense rien, beaucoup trop excitée par ce qu'elle est en train de vivre. En chemin, il croise énormément de personnes. Ils ont l'air si joyeux. Elle se sent comme apaisée et éprouve tant d'émotions en avançant et en observant avec grande passion son environnement, touchée par ce qu'elle est en train de vivre. Après quelques minutes de marche, ils arrivent à l'immeuble qui va accueillir Ashia pendant son séjour. À l'intérieur, on peut apercevoir à côté de chaque porte d'entrée un gros pot. En y jetant un œil, Ashia s'aperçoit qu'il s'agit en fait de Zir, le frigo du désert. À l'intérieur, des légumes et un peu d'eau. Il monte au 2e étage. Et arrive à la chambre d'Ashia. Il y fait bien frais. Elle demande en quoi sont faites les maisons et immeubles, et AS-120 répond que certaines sont en chanvre, d'autres en adobe, suivant les moyens qu'ils avaient à disposition, que ce soit en termes de ressources, d'androïdes ou d'humains. AS lui rappelle que la bibliothèque est à son entière disposition, ce à quoi Ashia acquiesce. Dans un coin de la pièce, un lit, accompagné d'armoires de rangement, 2 jolies chaises artisanales ainsi qu'une table. Elle sourit, ravie du chemin parcouru. « 585 » Après qu'AS-120 ait quitté la pièce, Ashia s'allonge sur le lit. Elle souffle comme si le poids du monde entier venait de lui être retiré des épaules. Elle prend quelques minutes pour réaliser où elle se trouve. Elle écoute la vie à l'extérieur. Les personnes discutant, le rire des enfants, l'activité humaine dans son plus simple appareil. Il paraît qu'une nouvelle personne est arrivée en ville. J'ai hâte de la rencontrer. On a bien travaillé. Ça nous fera du bien d'écouter une tête. Entendre cette vie si simple est un plaisir absolu aux oreilles d'Ashia. Elle en profite encore un instant. Puis sort ensuite de la chambre. Une fois dans la rue, elle demande à un passant le chemin pour la bibliothèque. Celui-ci répond avec un grand sourire qu'elle se trouve sur la place principale en direction du nord et qu'il s'agit du bâtiment avec une grande porte bleu clair. Elle s'y dirige sans plus attendre. La curiosité la démange de plus en plus.
La bibliothèque est majestueuse. Des cultures eurasiennes et nord-africaines y sont représentées dans l'architecture. Le toit est un mélange entre asiatique et européen. Les murs et piliers sont plus orientaux avec énormément de détails, et les marches ont des bords ondulants. L'entrée principale est une grande double porte bleu clair. Elle passe le seuil. L'intérieur est d'un blanc immaculé. Elle n'aurait pas imaginé une pièce aussi futuriste comparée au reste du village. Au centre, un poste numérique interactif. Ashia reste à l'entrée. Elle refuse de passer par une machine pour en apprendre plus. Elle pensait trouver des étagères remplies de livres, des personnes lisant sur des bancs. Des gens sont bien présents et apprennent, mais ils utilisent des tablettes rudimentaires. Elle fait un pas en arrière, quitte les lieux et se met à la recherche d'une des personnes présentes lors de l'assemblée. Notre amie se dirige vers le premier bâtiment où elle a posé les pieds pour rejoindre la grande pièce de l'assemblée. Par chance, une personne est présente. Elle lui demande s'il est possible d'entamer une conversation pour en apprendre plus sur le présent, mais également sur le passé. La personne nommée Harunika lui souhaite la bienvenue et se dit disposée à lui répondre au mieux de ses capacités, mais que la bibliothèque pourrait lui apporter toutes les réponses qu'elle souhaite. Ashia acquiesce, mais elle explique qu'elle n'a pas vécu tant d'aventures et placé tant d'espoir à retrouver des humains pour ne pas créer du lien avec eux. Harunika est touchée par ces paroles. Elle s'assoit et la discussion commence. En parlant de la bibliothèque, comment se fait-il que vous ayez toujours de la technologie ? C'est très simple. Nous avions besoin de rester en contact avec tout ce que l'humanité avait accompli jusque-là, qu'il s'agisse d'avancées ou de régression. Tout devait être conservé et à la disposition de chacun. Les générations précédentes ont donc trouvé le moyen d'avoir accès à toutes ces données, sans impact énergétique majeur. Les bibliothèques ne consomment quasiment rien. Les tablettes utilisées sont d'ailleurs d'une simplicité absolue et réparables grâce à du matériel qui ne nécessite que très peu de matériaux rares. Elles sont en nombre limité, car tout le village a à sa disposition une bibliothèque comme la nôtre. Mais suivant le nombre d'habitants, plus ou moins de tablettes sont allouées. Car obtenir des matériaux de réparation est une organisation à part entière. C'est extrêmement intéressant. On peut dire que c'est du low-tech en somme. Low-tech même. La bibliothèque a pour but d'instruire, c'est tout. C'est un lieu de lecture. D'autant que certains livres existent, ils ont été copiés manuellement au fil du temps. Ils sont répartis et conservés dans les sous-sols des bibliothèques. Vous avez dit qu'il existe d'autres villages. Savez-vous combien d'humains il reste ? Oui, d'autres villages existent. Nous nous sommes adaptés, en refusant de créer de trop grandes villes, pour ne pas centraliser à nouveau les choses comme nos ancêtres. Cela n'existe plus. À présent, les choses se font horizontalement. Chacun a son mot à dire. Et depuis quelques générations maintenant, cela fonctionne très bien. On estime le nombre d'humains aux alentours de 800 millions. Mais ce n'est qu'une estimation, car nous n'avons aucun moyen de voyager comme avant. Nous n'avons aucune information sur les humains des autres continents. Notre équilibre n'est que très récent, mais nous pensons pouvoir bientôt lancer des expéditions, justement pour voir et contacter d'autres parties de l'humanité. 800 millions ? L'humanité s'est effondrée. Sachez en tout cas que je serais plus que ravie de participer à ce genre d'expédition afin de trouver d'autres humains. D'ailleurs, AS-120 est-il le dernier androïde ? Comme pour les bibliothèques, un androïde de service est à disposition par village. Vous êtes bien placé pour savoir que par le passé, il en existait bien plus. Mais lors du début de la période des révoltes, l'Europe s'est embrasée. Harunika voit Ashia s'étonner de ce terme et enchaîne sur une explication. Aux environs des années 2100, en plus des mouvements extrémistes, identitaires, xénophobes et climato-sceptiques entre autres, qui avaient déjà débuté aux environs de 2030, se sont ajoutées des difficultés d'alimentation, de déplacement, de logement, d'acclimatation, à cause de l'accaparement des richesses par quelques-uns et le refus de changer de paradigme. Ces mouvements cherchaient à faire valoir d'anciennes valeurs archaïques. Ils ont détruit jusqu'à certaines avancées technologiques.
Les voleurs de travail étaient toujours les étrangers et s'ajoutaient à eux les androïdes qui prenaient la place des travailleurs. Des algorithmes, appelés à tort IA, volèrent ensuite le travail d'artistes, de programmeurs, de journalistes et de tant d'autres. Ces algorithmes s'en inspirèrent pour concevoir de nouvelles créations, au détriment des concernés. Les gouvernements, de leur côté, usèrent de caméras, d'outils de reconnaissance, de pistage, de mise sur écoute afin de surveiller leur population. À cause de tout cela, les dits mouvements prenaient toujours plus d'ampleur. La haine était telle que des guerres civiles ont éclaté. Avec les différentes crises dues au changement climatique, la vision périmée du capitalisme, de l'ego, la haine et la peur, le tout en constante augmentation et le fait que les gouvernements étaient devenus totalement impuissants, l'instabilité est devenue terrible, les répressions de plus en plus inouïes. L'humanité devait sortir de cette descente aux enfers. J'avais accès à un rapport lorsque j'étais dans le dôme. Mais il ne parlait que des grandes lignes, du changement climatique, de la migration des peuples, de ce genre de choses. Mais pas d'embrasement de l'Europe. En même temps, ce rapport était créé de toutes pièces. Mais j'imagine qu'il avait raison sur quelques points mentionnés tout de même. Je ne connais pas ce rapport. Mais le changement climatique a créé des situations totalement inédites. Certaines effectivement prévisibles, comme la crise de l'eau, les sécheresses, la modification de certains climats. Mais d'autres étaient imprévisibles, comme les phénomènes météorologiques hors normes. Des tempêtes extrêmes, jusqu'alors jamais enregistrées, donnant des pluies torrentielles inédites, accentuant les inondations, du fait des sols asséchés. Sans oublier des mois d'été en France à 50 degrés, du jour au lendemain, mais également les comportements humains, comme dit précédemment. Aucune visibilité sur le long terme n'était possible. Décennie après décennie, le climat était d'une instabilité telle que les récoltes étaient totalement aléatoires, le plus souvent insuffisantes, voire très insuffisantes, à cause justement des changements soudains de température passant d'un extrême à l'autre. Les populations humaines commençaient à migrer, mais pas seulement. Les animaux également, les insectes. Des bactéries et virus, piégés sous le pergélisol, ont refait surface à cause de la fonte. Mais heureusement pour nous, tous n'ont pas supporté la résurrection. La planète entière devenait doucement mais sûrement une maison en plein déménagement, apportant son nouveau lot de problèmes avec chaque carton déplacé. Toutes ces guéguerres identitaires n'auront sauvé personne. Toutes ces haines de l'autre n'auront sauvé personne. Tout cet égoïsme n'aura sauvé personne. Et le passé l'aura bien prouvé. Au-delà des années 2120, la population mondiale était effondrée. L'adaptation était trop difficile. Comment passer d'êtres humains totalement sédentaires à autre chose en environ 2 générations ? Tout était à réapprendre, notamment la survie durant ces catastrophes. Certains ont choisi la coopération, d'autres la loi du plus fort. Pendant ce chaos, des personnes ont su préserver certains pans de littérature, de l'histoire, de l'enseignement, de la santé, traditionnelle et moderne, de l'agriculture et bien d'autres domaines. Je dois bien vous avouer que résumer ce qui s'est passé dans une conversation serait interminable. Sachez juste que l'humanité a dû faire face aux pires épreuves jamais rencontrées. Des milliards sont morts. Certains du changement climatique, d'autres de la haine, de l'incompréhension, de l'inadaptation, sans oublier ces guerres provoquées afin de s'accaparer des ressources. C'est pourquoi avec le temps, il fallait changer, se remettre en question. En 585 années, la Terre a évolué, toute vie a dû s'adapter. L'humain aussi, il n'est en aucun cas supérieur à la nature. Celle-ci nous l'a bien rappelé. Au fil des générations, de remise en question, d'acceptation, d'adaptation, de compréhension, d'adoucissement, nous avons fini par trouver un équilibre, un bel équilibre, en accord avec nous-mêmes et la planète. Je n'ose imaginer la détresse et la souffrance. Comment fonctionnez-vous aujourd'hui ? Avez-vous un président ou juste l'Assemblée ? Nous n'avons pas besoin de président. Nos villages sont juste à la taille nécessaire pour fonctionner en toute autonomie. Aujourd'hui, nous vivons le temps long, le temps de l'appréciation. Trop longtemps le capitalisme a corrompu les gens. Et avant ça, l'impérialisme.
la monarchie et bien d'autres. Aujourd'hui, un enfant qui naît n'est jamais seul. Il ou elle apprend des choses comme chacun le doit pour se rendre aujourd'hui utile, c'est-à-dire l'empathie et le partage en priorité. Le reste en faisant ses choix librement, suivant ses passions. Le village est organique. Par exemple, pour les activités comme l'agriculture, l'enseignement, la réparation, la médecine, la sécurité, des roulements sont organisés suivant vos points forts, vos points faibles, ce que vous aimez ou non. On s'arrange ensemble à intervalles réguliers pour changer et ne pas s'ennuyer au cours de la vie. Et surtout, acquérir un maximum de connaissances pour les transmettre toujours plus facilement une fois seniors, aux petits-enfants par exemple. J'insiste sur le fait que l'empathie, le partage, la confiance, la compréhension, la communication sont la clé de ce que nous vivons aujourd'hui. En ce qui concerne l'autorité, nous avons seulement l'Assemblée. Il s'agit de personnes tirées au sort par AS 120 à intervalles réguliers, permettant de renouveler l'effectif de l'Assemblée. Elle existe d'ailleurs seulement pour trancher dans des cas très particuliers. Par exemple, si une personne refuse de participer à la vie collective, vole, frappe ou tue, celle-ci peut être bannie temporairement ou indéfiniment. L'égalité est primordiale. Tout crime est jugé par l'Assemblée. Mais nous évitons au maximum que cela se produise, car nous détectons dès le plus jeune âge si des personnes auront besoin de plus d'attention, voire d'un suivi particulier. Depuis plusieurs générations maintenant, tout le monde se connaît de près ou de loin, et le respect s'est installé. Car c'est seulement ensemble que la vie peut être douce. Le commerce, l'échange et les découvertes continuent d'avoir lieu entre les villages, comme à n'importe quel moment dans l'histoire de l'humanité. La seule différence, c'est que l'argent n'existe plus. Ça me semble en effet avoir réussi à l'humanité de s'être assagie, de s'être recentrée sur les valeurs humaines et les liens sociaux. Dans la rue, les gens semblent épanouis, malgré un quotidien qui peut sembler répétitif, voire ennuyeux. Nous ennuyer? Oh, il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, l'humanité n'est pas éternelle. Une vie humaine aujourd'hui atteint rarement 80-90 ans comme par le passé. Nous faisons tout pour nous protéger les uns les autres, mais les temps sont encore parfois très durs. Certains effets du changement climatique sont encore présents. Mais le simple fait de pouvoir profiter et ne rien faire est un luxe à nos yeux. Pouvoir profiter de la vie, de nos enfants, de notre partenaire, vivre des moments joyeux, de partage. Notre vie est simple mais authentique. Je suis désolée, je voulais pas dire ça comme ça. Je comprends parfaitement tout ce que vous dites. Et je suis tellement soulagée que l'humanité ait trouvé un équilibre après tout ce qu'elle a vécu. J'espère sincèrement que cela durera pour l'éternité. Je le souhaite également, ma chère Ashia. Je vais vous laisser, j'ai assez pris de votre temps. J'ai tellement hâte de parcourir le village, découvrir comment vous vivez, écouter vos histoires, entendre vos chants et vos rires. Vous ne m'avez aucunement pris mon temps. J'ai partagé un très bon moment en votre compagnie. Merci. Merci à vous, chère Aronika. Ashia se lève et quitte le bâtiment. C'est le milieu de l'après-midi. Arborant un grand sourire, elle prend une direction au hasard et se laisse porter par le vent.
Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend quand est-ce que vous écoutez. Vous avez écouté cette histoire, ce podcast fiction. J'aurais pu parler, c'est la fin. Là, je suis le soir même où j'ai terminé, je suis au bout de ma vie. Ce podcast fiction. Donc, je vais faire un petit crédit tout de même audio des personnes qui ont participé parce que c'est super important et voilà, surtout les acteurs et tout ça parce que je vais faire la liste de tout, ça va pas être possible, mais principalement les acteurs. Donc, commençons. Merci Néerlandais. J'allais relire ce que je viens de dire. Je relis ce que je viens de dire exprès, voilà. Merci Néerlandais d'avoir écouté ou réécouté jusqu'au bout dans ce... je sais plus lire. Dans ce rime... Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis... je garde comme ça, hein. Je suis désolé, vous allez faire avec. Hein. Vous allez découvrir qui je suis. Du coup, je relis. Merci énormément d'avoir écouté ou réécouté jusqu'au bout. Dans ce remake, j'ai mis ce qu'il me restait d'âme. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc sincèrement, merci beaucoup. Je tiens à remercier les personnes ayant prêté leur voix dans leur pseudo... dans leur pseudo-ordre d'adaptation. Non, j'ai pas dit pseudo, non, c'est leur ordre d'apparition vraiment. Donc le narrateur, moi-même, Letix, Michael du coup, Ismaël Al-Jazari, Booba, Ashia, Arlazy, voix féminine des alertes, Laetitia, du coup ma sœur, Bertrand Arnaud, Ange Callot, AMR09, SPR, Super Player 2 ou Super BG Player pour les intimes, c'est ce que j'ai écrit. Ok. Human Project. Pourquoi j'ai toujours en anglais? Pourquoi je l'ai écrit en anglais? L'humain du projet Purgatorium, H. Et oui, je dois créditer Macron parce que effectivement, vous l'avez bien entendu du coup. Hein. Marie de Zéphara, Monsieur Rubia, Zéphara Rubia. J'ai mis entre parenthèses, c'est pas beau ça. Le couple Rubia ensemble. Homme de gauche à l'Assemblée, Mathis Bigmatilou, Ponsan, AS 120, Nicolas Darico, Fozane, Arlazy. Et effectivement, Arlazy a eu 2 rôles et les a fait du tonnerre. Fozane, elle aurait pas dû le faire, mais à cause de moi, pour l'enregistrement de ma tante, parce que ça aurait dû être ma tante normalement, on a mis le micro un peu trop loin et du coup ça rendait plus pareil. Donc voilà, my bad. Donc merci beaucoup à ces 2 dernières personnes, ainsi qu'à Arlazy d'avoir été présent à littéralement la dernière minute. Ils m'ont littéralement sauvé. Sans eux, j'allais pas être satisfait de ce projet. Grâce à eux, j'en suis entièrement satisfait. Donc, sincèrement, merci du fond du cœur. La passante sous la fenêtre, ma maman. Passant sous la fenêtre, Tacotax, Arunica, Darth Colette, j'ai mal dit. Du coup, voilà. 1000 merci à ces beaux gens. Merci. Et effectivement, on n'oublie surtout pas de remercier toutes les personnes qui ont proposé des sons, des bruitages, des musiques, tout ça libre de droit. Merci. Non, je vais pas le dire 1000 fois, mais merci. Merci. Parce que pour avoir créé des sons, j'ai dû créer certains sons, c'est vraiment pas une mince affaire. Hein. Donc, sincèrement, merci de mettre tout ça en ligne et de le proposer libre de droit, c'est incroyable. Vraiment, merci à tout le monde. Vous êtes absolument incroyables. Sachez-le. Ceux qui écoutent également, vous êtes incroyables. Parce que tenir jusqu'au bout avec un podcast fiction aujourd'hui, il faut s'accrocher. C'est plus pour tout le monde. Donc vraiment, merci beaucoup. Sachez, pour qu'on y est, sachez que la suite je suis en train d'écrire la suite si jamais, donc stay tuned. Hein. Je mettrai en lien je vais faire une vidéo YouTube avec certains crédits, tout ça. De toute façon, toutes les personnes ont quelque chose, donc vous trouverez assez facilement avec les crédits que je vous ai donnés à l'instant. Merci beaucoup, à la prochaine, portez-vous bien, et prenez soin des uns des autres, c'est très important. Au revoir.